Il est bien connu que la famille Bridgerton est l'une des familles les plus populaires et les plus fortunées de Londres. Et pourtant, bien qu'il s'agisse d'une famille nombreuse, ils vivent entourés de luxe et de confort et ne semblent jamais regarder à la dépense lorsqu'il s'agit d'organiser des fêtes et des célébrations. C'est justement ce détail qui m'a amené à me poser une question. D'où vient la fortune des Bridgerton? De quoi vivent-ils? À quoi se consacrent-ils exactement? Dans cette vidéo, nous allons donc parler des finances des Bridgerton. D'où vient leur fortune? Combien d'argent Pénélope aurait pu gagner en tant que Lady Whistledown? Et quel rôle jouaient les célèbres dots dans la haute société de l'époque? Sans plus attendre, commençons. Bridgerton se déroule pendant la Régence britannique, entre 1811 et 1820. Les membres de la haute noblesse possédaient des titres comme duc, marquis, comte, vicomte ou baron, et on les appelait souvent des seigneurs. Les personnes titulaires d'un titre de noblesse bénéficiaient de nombreux privilèges qui leur accordaient une place privilégiée dans la société. Ces privilèges ne concernaient pas seulement les aspects matériels et économiques, mais aussi les dimensions sociales et politiques. Ils jouissaient d'un statut social très élevé, occupant une position importante dans la hiérarchie de l'époque. Ils possédaient également de luxueuses propriétés, comme de grandes demeures et des palais, ainsi qu'un grand nombre de domestiques et de personnel de maison. De plus, ils étaient invités aux événements mondains les plus prestigieux de la noblesse, ce qui leur permettait d'exercer une certaine influence dans les cercles du pouvoir. Les titres déterminaient aussi le niveau de richesse et de prestige d'une famille. Les ducs, par exemple, se situaient juste après les princes, ce qui en faisait parmi les nobles les plus puissants et les plus riches. La famille Bridgerton aurait obtenu son titre au XVIe siècle, lorsque Henri VII d'Angleterre nomma James Bridgerton, premier membre de la lignée, vicomte Bridgerton. Avec ce titre, plusieurs privilèges lui furent également accordés, ce qui lui permit de construire une solide fortune familiale. Parmi eux figuraient de vastes domaines agricoles et de luxueuses propriétés, dont leur résidence principale, Aubrey Hall. C'est ainsi que les Bridgerton ont commencé à bâtir leur fortune. D'une part, ils louaient leurs terres à des fermiers et à des métayers, en percevant des loyers et des taxes, ce qui leur assurait une source de revenus constante. D'autre part, ils conservaient certaines terres pour leurs propres cultures et récoltes. Ils devaient également employer des centaines de travailleurs chargés d'administrer leurs affaires. Ainsi, l'argent continuait d'affluer sans qu'ils aient besoin d'intervenir directement, si ce n'est pour superviser les finances. Cependant, le train de vie des Bridgerton est extrêmement coûteux. On les voit constamment assister à des bals et à des événements mondains, ou même en organiser eux-mêmes. Cela entraîne non seulement des dépenses pour la décoration, la nourriture et l'organisation, mais aussi pour l'achat de nouveaux vêtements et de bijoux, qui doivent évidemment être luxueux puisqu'ils appartiennent à la haute société. À cause de tous ces facteurs, les familles de la haute société londonienne avaient besoin d'autres sources de revenus, et c'est là qu'intervenaient les dots. En effet, l'un des moyens les plus avantageux d'accroître la richesse familiale était un bon mariage. À l'époque de la Régence, seul le premier fils avait le droit d'administrer le patrimoine familial, d'hériter du titre et, par conséquent, de recevoir la plus grande part de la fortune. Autrement dit, il devenait l'héritier. Les autres fils, même s'ils ne bénéficiaient pas des mêmes privilèges que leurs frères aînés, recevaient tout de même des fonds considérables, selon la richesse de la famille. Dans la famille Bridgerton, Anthony était l'aîné et donc l'héritier. Par conséquent, il hérita du titre de vicomte et, en raison de la mort prématurée de son père, il fut contraint, dès son plus jeune âge, de prendre en charge l'administration des propriétés familiales. Colin, Bénédicte et Grégory, quant à eux, n'obtinrent aucun titre officiel. Cependant, grâce aux livres, nous savons qu'Anthony s'occupa de fournir à chacun de ses frères des fonds assez importants, si bien qu'ils continuaient à être considérés comme de riches gentlemen au sein de la haute société. Il leur accorda également des terres et des propriétés dont ils pouvaient tirer des revenus. Mais qu'en était-il alors des femmes dans tout cela? La réponse apparaît clairement dans la première saison de Bridgerton, lorsque l'on voit Daphné épouser Simon. À cette époque, l'héritage que recevaient les femmes était appelé la dot, laquelle n'était pas réellement remise à la femme elle-même, mais à l'homme qu'elle épousait. Cette dot pouvait prendre la forme d'argent, de propriétés, de terres ou même de bijoux. Bien qu'elle fût offerte au futur mari, son objectif était d'assurer la sécurité financière du couple, de garantir la stabilité économique du futur foyer et, dans de nombreux cas,
d'améliorer la position sociale de la famille de la mariée, surtout lorsqu'il s'agissait d'un mariage de convenance, ce qui était en réalité le cas le plus fréquent. Le montant de la dot pouvait influencer fortement les perspectives de mariage d'une femme. Les femmes dotées d'une grande dot étaient beaucoup plus recherchées sur le marché matrimonial, tandis que celles qui possédaient une petite dot ou aucune dot pouvaient rencontrer de grandes difficultés pour trouver un mari. Une fois mariées, l'administration de la dot revenait généralement au mari. Cependant, dans certains cas, la dot pouvait être protégée légalement afin de garantir qu'elle soit utilisée au bénéfice de l'épouse et de ses descendants. Dans certains mariages, la dot servait à acheter des propriétés ou à investir dans des affaires, ce qui permettait d'assurer des revenus futurs pour la famille. Quoi qu'il en soit, la dot était une manière pour les familles de montrer qu'elles avaient préservé un héritage économique pour la mariée. C'était aussi une forme de protection financière, notamment si la femme épousait un homme sans titre, sans terre ni propriété, comme ce fut le cas pour Prudence et Philippa. Avant le mariage, la dot pouvait être négociée entre les deux familles et un accord devait être signé. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui des accords prénuptiaux. Comme la dot représentait souvent le seul soutien économique des femmes, elle devait être soigneusement administrée, car elle pouvait représenter leur unique chance de conclure un bon mariage. En effet, durant l'époque de la Régence, les femmes étaient souvent élevées dans le but de faire un bon mariage. Conserver sa dot et une réputation irréprochable était donc absolument indispensable. Mais que se passait-il alors pour les femmes ruinées? On peut le voir clairement dans le cas de Cressida. Dans la série, Cressida reste 3 saisons sur le marché matrimonial sans parvenir à trouver un mari. Nous ne savons pas avec certitude pourquoi elle n'a pas réussi à trouver un mari, même si l'on peut supposer que cela est dû à sa personnalité plutôt hostile. Mais il est aussi possible que sa dot n'ait pas été très élevée. Quoi qu'il en soit, Cressida se retrouve ruinée après avoir menti sur son identité en prétendant être Lady Whistledown, ce qui a complètement détruit ses chances sur le marché matrimonial. C'est pour cette raison que son père décide finalement de l'envoyer à la campagne sous la surveillance d'une tante. Dans ce genre de situation, les femmes qui ne parvenaient pas à trouver un mari étaient souvent contraintes d'exercer d'autres professions afin de subvenir à leurs besoins. Par exemple, elles pouvaient devenir gouvernantes, nourrices, chaperones ou même femmes de chambre, comme c'est le cas de Sophie Beckett, l'intérêt amoureux de Bénédicte dans les livres. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, allez voir la vidéo que je vous laisse juste au-dessus. Bon, continuons. En dehors des dots, les femmes n'étaient normalement pas autorisées à posséder leur propre argent. Pourtant, on voit dans la série que certaines disposent de petites sommes d'argent, qu'elles utilisent par exemple pour acheter des rubans, ou, dans le cas d'Éloise, pour soudoyer certaines personnes. Disons que cela représente plutôt une exception accordée par la famille, car ce n'était pas quelque chose de courant à cette époque. Une autre exception à cette règle est celle de Pénélope, qui parvient à amasser sa propre fortune en tant que Lady Whistledown. En effet, la vente de sa chronique de Rago, publiée sous le pseudonyme de cette mystérieuse autrice, lui rapporte plusieurs milliers de livres sterling. Cela devient encore plus évident dans la 3e saison de la série, lorsqu'après le chantage de Cressida, elle avoue posséder encore plus d'argent que la somme exigée. Si l'on se souvient bien, Cressida demande le double de la récompense offerte par la reine Charlotte pour découvrir l'identité de Lady Whistledown, qui s'élevait à 5 000 livres. Pénélope devait donc lui verser 10 000 livres. Et il faut également prendre en compte que Pénélope affirme posséder encore plus que cette somme, ce qui signifie qu'elle était, en réalité, millionnaire par ses propres moyens. Pour vous donner une idée, 10 000 livres à cette époque équivaudrait aujourd'hui à environ 1 million de dollars. Cependant, Pénélope ne pouvait pas dépenser cet argent librement, à moins que l'une de ces deux choses ne se produise. Soit elle épousait un homme très riche et pouvait justifier ses dépenses en prétendant utiliser l'argent de son mari, soit révéler son identité en tant que Lady Whistledown, ce qui finit d'ailleurs par arriver dans la série. En attendant, Pénélope fut obligée de vivre avec le peu d'argent que sa mère lui donnait, tout en remettant sa propre fortune à sa famille. Elle faisait croire que cet argent provenait de la fortune d'une vieille tante éloignée de la famille Featherington, et en donnait même une partie à certaines œuvres caritatives, comme cela est raconté dans les livres. Sachant tout cela, il devient assez logique que Cressida ait menti en prétendant être Lady Whistledown. La récompense promise par la reine Charlotte lui aurait permis de s'enfuir et de vivre tranquillement, sans être obligée d'épouser le prétendant que son père avait choisi pour elle.
Bien sûr, son intérêt évident pour cette récompense a rapidement jeté le doute sur la véracité de ses déclarations, car il était évident que Lady Whistledown devait déjà être une femme très riche et n'avait donc aucun besoin d'argent, contrairement à Cressida, qui semblait désespérée d'en obtenir. Puis, lorsque son père menaça de l'envoyer à la campagne, elle décida de réclamer 10 000 livres, une somme qui aurait largement suffi pour vivre confortablement le reste de sa vie. D'autre part, une bonne gestion était essentielle pour préserver le patrimoine familial, car le luxe affiché à cette époque poussait souvent les familles à contracter des dettes afin de maintenir leur train de vie, accumulant parfois des dettes importantes. Il était donc assez courant que certaines familles nobles rencontrent des difficultés financières en raison de leur niveau de dépenses très élevé. Les Bridgerton, en revanche, étaient connus pour gérer leur fortune avec une grande rigueur, ce qui leur permettait de conserver un style de vie confortable, sans qu'aucun membre de la famille ne soit obligé de se tourner vers d'autres professions plus courantes à l'époque, comme le droit. Alors voilà, les amis, c'était plus ou moins une explication de la façon dont les Bridgerton gagnent leur argent, car on les voit constamment aller à des fêtes, prendre le thé ou voyager, et on ne nous explique presque jamais d'où vient réellement toute cette richesse. Voici donc une petite explication, basée à la fois sur ce que nous apprennent les livres de Julia Quinn, l'autrice de la saga, sur les quelques informations données dans la série, qui restent assez limitées, et aussi sur ce que nous savons de l'histoire réelle de la Régence en Angleterre, période durant laquelle se déroule cette histoire. C'est également l'époque dans laquelle se situent la plupart des récits de l'autrice Jane Austen, qui nous servent aussi de référence historique. Bien sûr, il manque encore certains détails, mais si vous aimeriez que je parle davantage de ce contexte historique et que j'ajoute davantage d'informations en faisant des liens avec d'autres œuvres comme Orgueil et Préjugés ou Les 4 filles du Docteur March, afin d'expliquer la réalité de cette époque, dites-le moi dans les commentaires. Parce que honnêtement, ce sujet m'intéresse énormément et ce serait vraiment très amusant pour moi de faire des recherches et de préparer un autre script et une vidéo sur ce thème. Mais bon, rappelez-vous que si vous aimez ce type de vidéo, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un like, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo.